Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Quelles sont les évaluations en EPS? Quels sont leurs rôles au service de quelles fonctions? Comment ont-elles été renouvelées tout au long de la période? Peut-on uniquement parler d'évaluations sommatives ou alors existe-t-il d'autres fonctions? Des évaluations plutôt formatives, des évaluations plutôt formatrices? Et à quelle période ont-elles été créées et comment et quand se sont-elles renouvelées? On se retrouve notamment sur le diaporama pour répondre à l'ensemble de ces questions. A tout de suite. Aujourd'hui, nous nous appuierons sur les travaux d'Attali et Saint-Martin, intitulés L'évaluation en EPS et écrits en 2010, afin d'apporter des réponses à ces questions. L'évaluation sera déclinée en plusieurs catégories. La revue EPS, le brevet sportif populaire, l'évaluation formative, l'évaluation en tant qu'objet au service de nouvelles APSA, les nomogrammes, qui est une évaluation sommative mais aussi formatrice plutôt innovante, et enfin la notion de compétence et la création du livret de compétences qui a évolué avec le socle commun pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord, démarrons sur la revue EPS. À travers l'étude de la revue EPS publiée depuis les années 50, Attali et Saint-Martin ont démontré que ce média se présente comme un outil de diffusion de l'innovation pédagogique. Cette revue accueille dans un premier temps et d'une façon prioritaire des formateurs de l'École normale supérieure d'EPS jeunes gens. Puis, elle ouvre davantage ses colonnes à partir des années 60 aux enseignants qui interviennent dans les établissements scolaires en vue de présenter leur expérimentation. Elle permet ainsi de refléter dans une certaine mesure les pratiques pédagogiques. Sa situation de quasi-monopole à partir de cette période en fait une revue réunissant une très large majorité d'enseignants d'EPS. Les témoignages accordent et concordent pour affirmer qu'elle constitue un vecteur d'influence des pratiques professionnelles, notamment, en particulier dans les moments de réforme disciplinaire durant lesquels les enseignants sont à la recherche d'outils pratiques en matière de docimologie, c'est-à-dire d'évaluation et de compréhension des activités physiques. D'autre part, au niveau du BSP, il a été créé en 1937 par le Front populaire, et il permet de desserrer progressivement les verrous d'une diffusion massive du sport et de favoriser grandement son évolution. Avec une augmentation annuelle moyenne de 8% des participants au cours des 30 Glorieuses, le BSP se trouve véritablement au cœur des changements et constitue ainsi l'un des symboles de la politique engagée. Il a été rénové en 1962 et intègre, depuis, le modèle pyramidal de formation sportive, au détriment par exemple de son caractère hygiénique. Les élèves les plus doués et les mieux préparés doivent donc réaliser les meilleures performances possibles pour être en phase avec l'idéologie des années 1960. Le BSP devient alors un moyen de détection s'appuyant sur la table Le Tessier. Je vous invite à regarder notre autre vidéo sur cette table de cotation de performance qui vous détaille les bénéfices, mais aussi les limites de celle-ci. Enfin, par l'arrêté de 1966, François Missoffre, ministre de la Jeunesse et des Sports, modifie une fois encore l'organisation et les épreuves du BSP. Par la voix de son directeur des sports, Marceau Crespin, il souhaite donner aux épreuves un caractère bien plus compétitif. En outre, l'évaluation formative apporte une touche innovante à notre discipline. En parallèle du succès considérable de la didactique, une intention nouvelle est portée au procédé d'évaluation. Alors que les examens ne permettent pas de faire évoluer les modalités des cycles terminaux, il s'avère nécessaire de s'intéresser à la possibilité d'une évaluation intermédiaire, ambitionnant d'être formative, c'est-à-dire permettant aux élèves de mieux se situer dans leurs apprentissages. L'évaluation devient un élément dynamique du processus pédagogique, une modification de la pratique du maître et de la vie en classe. Dans le domaine de l'évaluation, il s'agit alors de repérer par exemple les facultés des élèves en matière d'équilibration et de coordination. Parmi les conceptions les plus avant-gardistes, celles développées par Jean Le Boulch et à un degré moindre Pierre Parleba, traduisent l'influence grandissante du cognitivisme et du structuralisme. Dans les séances d'EPS, les notions de praxis, de feedback, de schéma corporel, voire de schème d'action deviennent de plus en plus usitées. L'évaluation formative traduit une attention marquée sur l'élève. Son objet est en effet de lui indiquer l'étape à laquelle il se situe dans l'apprentissage et les difficultés qu'il rencontre. L'évaluation formative constitue ainsi un renouvellement majeur des paradigmes pédagogiques en EPS, dans la mesure où, désormais, l'évaluation n'est plus conçue dans sa fonction quantitative, mais pour une valeur qualitative. Elle conduit alors les enseignants à s'interroger sur la prédilection technique et performative qui caractérisait leur enseignement jusque-là, et fait le lit des modifications à venir dans les textes de 1983. L'évaluation tend aussi à devenir un objet. En effet, dans la période qui va de 1980 à aujourd'hui, l'évaluation marque une étape dans l'engagement des enseignants d'EPS dans la construction des systèmes d'évaluation. Concernant les activités physiques, sportives et artistiques, les sports de base sont remplacés par une multitude de supports. Les sports collectifs sont ainsi généralisés, tandis que les activités d'expression et en particulier la danse et les activités physiques de pleine nature font leur apparition dans les enseignements du collège et du lycée. L'évaluation n'est alors plus une fin en soi, c'est un objet, c'est un élément qui va permettre donc de solliciter les élèves afin de les intégrer particulièrement et fortement dans leur parcours de formation. À propos des nomogrammes, Thomas et Jean Vivès
présente de nouveaux outils d'évaluation qui sont appelés donc des nomogrammes. Même s'il regrette quelque peu ce phénomène de mode, ce modèle mathématique de mesure des acquisitions des élèves et des effets des interventions des enseignants contribue à renforcer le rôle de l'évaluation dans la légitimité scolaire de l'EPS. Les nomogrammes permettent ainsi, grâce à un graphique qui comporte 3 échelles, de mesurer et de mettre en correspondance une performance physique et une maîtrise d'exécution. Plus récemment, à droite du diaporama, vous pouvez voir un nomogramme construit par le groupe académique d'innovation de Rennes pour l'activité de relais vitesse. À gauche se situe une échelle qui correspond à la distance de la zone de transmission. Plus cette zone est petite, 3 mètres par exemple, plus l'élève est compétent dans la transmission du témoin, car il sait exactement quand il va recevoir le témoin et où il va le recevoir. Loin du hasard, cela suppose d'avoir répété, d'avoir interagi avec son camarade, d'avoir pris des repères internes et externes, bref, d'avoir mobilisé un ensemble d'intelligences qui ont permis au binôme de réduire cette zone de transmission. Tandis qu'à droite, l'échelle représente le nombre de km/h gagnés, c'est-à-dire la vitesse qu'ils ont gagnée, par rapport à leur temps de référence qui correspond au cumul de leur vitesse individuelle sans la transmission de témoin. Plus les km/h gagnés sont importants, plus ils courent vite, et donc meilleure est la transmission du témoin. La conception de ce groupe d'innovation est alors bien plus innovante que la simple prise de performance. Et enfin, au milieu, il y a une échelle de notes. Si je dépasse mon temps de référence de 2 km/h, ou par exemple de 2 secondes, de manière à ce que vous puissiez me comprendre, et que je transmets le témoin dans une zone de 4 mètres, j'aurai une note de 15 sur 20. À nous donc, en tant qu'élèves, de trouver un compromis entre la distance de cette zone de transmission et l'amélioration de notre vitesse. Enfin, nous terminerons par la notion de compétence. La charte des programmes, créée en 1992, constitue vraiment un jalon important dans le processus qui conduit l'EPS à se recentrer sur la notion de compétence. Ces dernières, c'est-à-dire les compétences, traduisent non plus un niveau moteur ou psychomoteur, mais un degré de conceptualisation de l'élève en matière de programmation de son entraînement, et une capacité à adopter des comportements socialement acceptables dans et en dehors de l'école. On comprend donc que la compétence ne se résume pas à des capacités motrices, mais fait référence à un ensemble d'intelligences, comme on l'a vu, sociales mais aussi cognitives. Dans une période plus récente, les nouvelles exigences relatives aux appréciations portées sur les bulletins scolaires amènent elles aussi à renforcer le rôle de l'évaluation dans les pratiques professionnelles. Par l'intermédiaire d'un nouvel outil, le livret de compétences, tout enseignant d'EPS doit dorénavant expliciter non seulement l'évaluation des compétences scolaires de l'élève, mais aussi l'évaluer dans sa globalité par la prise en compte de compétences autres que les performances scolaires. Le sens de l'initiative, l'autonomie, la capacité à prendre des responsabilités, la qualité du travail fourni font désormais partie des critères officiels de réussite. De ce point de vue, l'analyse d'une des 5 compétences propres, appelée plus communément la CP5, permet d'interroger l'offre culturelle proposée par les enseignants d'EPS pour atteindre des objectifs à la fois scolaires et sociaux, mais aussi cognitifs. En intégrant de nouvelles activités corporelles, les activités scolaires de développement et d'entretien personnel innovent afin de légitimer leur rôle dans l'institution scolaire. En choisissant au baccalauréat des pratiques telles que la musculation ou le step, il s'agit tout à la fois de s'ouvrir sur les pratiques sociales et d'obliger l'élève à verbaliser son projet avant d'entreprendre son cycle d'apprentissage. Si cet exemple illustre les exigences du système éducatif qui ordonne de construire un citoyen cultivé, lucide et autonome, il convient de mentionner que cette volonté existait déjà au cours des années 60 et 70, notamment par l'intermédiaire des conceptions développées par Jean Le Boulch et Claude Pujadrano. Ainsi, nous avons mis en valeur quelques dates clés de l'évolution de l'évaluation de l'EPS, par et grâce aux travaux d'Atali et Saint-Martin. Cependant, cela n'est pas exhaustif et ne résume pas en totalité les évaluations. La vidéo en lien avec nos frises chronologiques permettront vraiment de vous apporter des solutions afin de mieux comprendre les évolutions. Comment utiliser ces connaissances ? Il me semble ambigu de parler d'évaluation sans en décliner le terme. Bien souvent, les étudiants limitent l'évaluation à sa version sommative, au baccalauréat ou au BSP. Pourtant, elle s'inscrit rapidement dans un processus servant à l'apprentissage. Et c'est sûrement cet élément-ci à montrer et à mettre en évidence suivant les périodes. L'évaluation prend au fil du temps de nouvelles formes, au service de nouvelles fonctions. Elle est formative, puis c'est un objet, puis enfin elle est formatrice et intègre la notion de compétence. Aujourd'hui, le socle commun est le programme des programmes, et d'un point de vue évaluatif, chacune des caractéristiques que vous visez s'inscrivent dans son acquisition. Enfin, l'ensemble des connaissances apportées ne se suffisent pas à construire une thèse, mais viennent en appui pour renforcer votre position. Le plus important dans tous les cas est de s'adapter au sujet pour ne pas plaquer une connaissance toute faite et d'ajouter de la complexité dans votre réponse. Toujours dans ce but de montrer qu'il y a un ensemble d'indicateurs à prendre en considération et que ça ne se résume pas à une seule évaluation. Voilà, la vidéo se clôture. J'espère que vous l'avez compris. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe ou sur notre site internet. On se retrouve bientôt sur une autre vidéo.